Bonjour à tous et bienvenue sur cette 28e vidéo de la philosophie de combat, aujourd'hui consacrée à Épicure. J'aimerais faire une toute petite parenthèse sur Aristote, pour bien rappeler que la métaphysique, et ce qu'on est en train d'étudier, est une propédeutique. Une propédeutique, c'est quoi? C'est tout simplement une science qui aide à la compréhension des autres sciences. Donc en fait, aujourd'hui, si vous parlez de métaphysique, on vous dira que la métaphysique a été déconstruite, et la personne aura raison. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est de dire que la métaphysique, selon Aristote, qui était à la base une propédeutique, avec l'histoire et le christianisme qui s'en est emparé, est devenue un dogme. C'est-à-dire que c'était plus une science qui permettait une ouverture vers d'autres sciences, mais c'est devenu une science qui, justement, était dogmatique, c'est-à-dire qui pensait donner la vérité sur le monde. Or, quand la métaphysique arrête d'être une propédeutique pour devenir justement une science dogmatique, eh bien à ce moment-là, elle perd sa raison d'être, qui était justement d'aider à la compréhension du reste du monde, et elle finit par penser qu'elle dit la vérité. Et le problème, c'est que quand une science n'est que tournée vers elle-même, cette science finit par penser qu'elle dit la vérité sur le monde, comme, je sais pas moi, par exemple, le marketing dit la vérité sur le monde, et puis il y a que la logistique c'est du marketing, la comptabilité c'est du marketing, la stratégie d'entreprise c'est du marketing, etc. Où la théologie donne la vérité sur Dieu, et comme Dieu c'est la vérité du monde, eh bien la théologie donne la vérité sur le monde, et le marketing c'est de la théologie, l'économie c'est de la théologie, la science sociale c'est de la théologie, tout est de la théologie. Et donc, pour éviter ce phénomène du dogmatisme, justement, l'idée étant que ce vieux chercheur qui était Aristote, eh bien, à la fin de sa vie, il finit par essayer de fonder une science totalement propédeutique. Propédeutique est un mot qui vient d'Emmanuel Kant, je pense, je crois, si je me rappelle. Et donc lui, ce qu'ils veulent les philosophes, c'est pas quelque chose qui donne la vérité sur le monde, mais quelque chose qui nous renseigne, qui nous oriente sur la vérité sur le monde. Donc quand on parle de métaphysique, on est bien là pour s'orienter et pas pour donner la vérité. Donc on va parler maintenant d'Épicure, qui est né en moins 342 ou moins 341, on n'est pas sûr, et qui est mort en moins 270. Il a à peu près une vingtaine d'années quand Aristote meurt, ça vous donne un petit peu la continuité des choses. Et c'est le grand philosophe qui va récupérer, un peu comme Zénon de Sicyon, il va tout récupérer, il va récupérer tout l'héritage de tous ces grands anciens, Thalès, Héraclite et surtout Démocrite, puisqu'il va reprendre justement la théorie des atomes qu'on a chez Démocrite. Donc, dans la philosophie, toujours vous aviez des filiations, c'est-à-dire que personne n'arrive et n'invente tout, bien entendu. On arrive et puis on suit des courants de pensée et on est plus ou moins d'accord avec tel ou tel courant de pensée. Il se trouve que pour Épicure, lui, sa vérité était, il l'a trouvée dans les atomes de Démocrite, et donc il va continuer, je dirais, le travail de Démocrite. Alors, Épicure était ce qu'on pourrait appeler un personnage sulfureux. Un personnage sulfureux, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. C'est-à-dire des gens comme, par exemple, récemment, malheureusement, Hugo Chavez est mort. Et Hugo Chavez, c'était l'incarnation du diable pour certains, et c'était Jésus-Christ pour d'autres. Donc vous voyez, en fonction de, il y a des personnages. Bon, après Aristote, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas détester Aristote. Il a vraiment un côté sympathique. Et puis c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a vraiment l'amour de la connaissance, et aussi qui aimerait expliquer aux autres comment mieux bien vivre ou mieux vivre, sans être vraiment dogmatique, sans nous forcer à, voilà, s'il dit pas tu dois, il dit tu pourrais faire ci ou ça, alors qu'un Emmanuel Kant serait plutôt dans le tu dois faire ça. Et donc c'est un personnage sulfureux, alors parce que justement sa philosophie, la philosophie matérialiste, était très, comment dirais-je, elle était très anti-platonicienne, ou est très opposée à celle de Platon, puisque Platon, il y a les idées pures, il y a le monde des dieux, etc. Et puis, fallait croire en Dieu à l'époque, mais c'était, voilà, il fallait être dans la norme en quelque sorte. Et puis Épicure était bien sûr pas dans la norme avec sa théorie des atomes, etc. Mais on n'était pas vraiment dans une époque où la mythologie était aussi, enfin, on pense que la mythologie était moins dogmatique que n'a pu l'être certaines époques l'Église chrétienne, c'est-à-dire que elle admettait que il y ait plusieurs courants de pensée. Je dirais, Démocrite était justement un des préférés, des philosophes préférés des Athéniens. C'était pas par hasard, c'était parce que c'était un grand philosophe, il était aimé de tous. Il avait une théorie matérialiste qui disait que voilà, les dieux, au pire, ils sont matériels. Et donc,
après, il y a eu l'histoire qui passe, hein, et puis il y a Platon et ses idées, etc. Et les platoniciens sont assez féroces quand même. Et quand il y en a un qui arrive avec sa théorie des atomes, eh bien, il le laisse pas s'exprimer, ou alors il le calomnie, hein, parce que quand on peut pas casser la théorie d'une personne, on fait de l'ad nominem, hein, on casse la personne elle-même. Et vous avez un bel exemple de justement ce procédé-là, qui a été lancé contre Épicure. Hein, on dit que, on lui reproche de traîner avec des prostituées. On dit en gros, hein, Épicure vomissait 2 fois par jour tant il mangeait. Il raconte encore qu'il eut de la peine à trouver la force de fuir ses philosophies nocturnes et son genre de vie mystique. Donc en gros, c'était quelqu'un qui était un peu dans le mysticisme pur, hein, c'est-à-dire que sa philosophie ne venait pas de la raison, mais elle venait de ses délires, quoi, en gros. Il dit encore qu'Épicure, qui raisonnait mal, faisait bien plus de fautes dans sa vie, qu'il était très faible de corps, au point que, pendant de nombreuses années, il ne pouvait se lever seul de son siège, et que cependant, il dépensait chaque jour une mine. Donc, en gros, il dépensait beaucoup d'argent pour manger, et c'était une espèce de gros porc qui raisonnait mal et qui était cloîtré sur son fauteuil. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de dire sur lui. Voilà encore ce qu'on disait sur Épicure. Plus que d'autres, Épicure accouche par la bouche de la jactance sophistique comme font beaucoup d'affranchis. Donc en gros, on accuse déjà de dire n'importe quoi à Épicure, et puis en plus c'est un affranchi, c'est un ancien esclave qui aurait peut-être dû le rester parce que il n'a pas les capacités pour être un citoyen libre ou un philosophe. Et là, justement, Diogène Laërce, il va justement partir au secours de notre Épicure, et il va faire quelque chose qui se fait pas normalement dans un livre d'histoire de la philosophie, mais théoriquement. Mais là, il va prendre parti, pas pour Épicure, mais pour remettre un peu chacun à sa place. C'est-à-dire que c'est bien beau de critiquer Épicure parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées, mais là, il y a un passage qui est extraordinaire, hein, dans l'histoire de la philosophie même, dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire que il y a un passage où un historien, le premier de la philosophie, donne son point de vue, qui est à mon avis d'une grande justesse sur tous ces philosophes. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Écoutez, si on se met à reprocher à Épicure d'être d'être je ne sais quoi, eh bien, on peut tous les calomnier. Hein. N'appelle-t-on pas encore les disciples de Platon flatteurs de Denis, hein, c'est-à-dire en gros lèche-cul de tyran si vous préférez, et Platon lui-même un homme cousu d'or, hein, un gros bourgeois à la con, et Aristote un prodigue qui après avoir mangé tout son patrimoine a fait le métier de soldat et vendu des remèdes. Hein, donc quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans sa vie. Il appelle Protagoras portefaix, donc en gros quelqu'un qui porte les bagages, hein, donc c'est pas un philosophe. Scribe de Démocrite et maître d'école de village. Donc maître d'école de village, c'est comme si vous étiez, je sais pas moi, maître d'école dans une toute petite ville on se fout de ça à votre gueule parce que la classe c'est d'être prof à Paris ou à Henri IV par exemple. Et là c'est maître d'école de village, il se prend pour un philosophe, c'est un minable. Mais voilà, chacun, là, il remet chacun sa place. Hein. Il appelle Héraclite Trublion, donc Héraclite le Trublion, le grand philosophe du flux héraclitéen, c'est un trublion, quoi. C'est celui qui c'est un petit con, on dirait aujourd'hui. Hein. Et Démocrite, l'Héroclite. Hein. L'Héroclite, c'est quelqu'un qui passe son temps à dire n'importe quoi. Il nomme en dehors, bon après, il en critique d'autres. Hein. Il appelle les cyniques les ennemis de la Grèce. Les cyniques, c'est Diogène de Nanda, pas confondre avec Diogène Laërce. Diogène de Nanda, c'était le bouffon de Socrate, on dirait, c'est-à-dire c'est celui qui, le bouffon de Platon, c'est celui qui s'est foutu toute sa vie de la gueule de Platon et de tous ses philosophes, et il l'a fait d'une manière presque artistique. Diogène de Nanda, hein, c'est vraiment le philosophe qui philosophait dans le cimetière pour chiens, donc c'était un comique lui. Voilà, ainsi de suite. Hein. C'est tous ces gens-là qui sont très critiquables, c'est-à-dire Platon, Aristote, enfin on peut tous les critiquer, et, euh, et tous ces gens-là se permettent aussi des critiques sur les autres. Donc il y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Euh, et donc quand on critique Épicure, n'oublions jamais que la critique ou même les injures ou les insultes qu'on peut faire à l'endroit de tel ou tel philosophe, on pourrait finalement faire cette même chose à l'endroit de tous les autres en fait. Donc il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Donc ça ne sert à rien de mépriser un philosophe. Mais moi dans ma vie j'ai pu faire ça, j'ai pu mépriser Nietzsche, puis après j'ai lu Nietzsche et j'ai adoré Nietzsche. Donc vous voyez
ne méprisons jamais des philosophes parce que avant de savoir ce qu'ils ont dit, leur œuvre, etc., renseignons-nous avant de critiquer à la va-vite. C'est pas parce qu'on dit qu'un philosophe est un crétin que ça vient forcément. L'insulte la plus commune qui est faite à Épicure, c'est les pourceaux d'Épicure, c'est-à-dire que les épicuriens se comportent comme des porcs. Alors voilà, donc en gros, ils aiment le plaisir vulgaire, et puis le porc, il a un cou qui fait qu'il peut pas relever la tête, et il a la tête inclinée vers le sol, ce qui veut dire vraiment l'insulte, il peut pas s'élever, hein, comme chez Platon on s'élève vers le monde des idées. Eh bien le porc épicurien ne peut pas s'élever parce qu'il est obligé de renifler par terre. Donc ça c'est l'insulte la plus commune qu'on fait à Épicure et aux disciples d'Épicure. Et là, on va se rendre compte que quand on dit que Épicure vomissait 2 fois par jour tant il mangeait, hein, que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'au plaisir, etc. Eh bien, rendons-nous compte que finalement, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a aussi une autre vision qu'on peut avoir d'Épicure lui-même et qui est un peu légendaire, mais qui est intéressante, hein. On a des témoignages suffisants de son incroyable justice envers tous, sa patrie qu'il a honorée de 20 statues de bronze, tous ses amis, si nombreux que des villes entières ne suffiraient pas à les contenir, et ses disciples, qui sont restés fidèles à sa doctrine, et la succession continuelle de cette école, qui à elle seule subsistait quand toutes les autres se détruisaient, parce qu'il y eut toujours d'innombrables disciples pour succéder à des disciples, que l'on songe encore à son amour filial, à sa bienfaisance à l'égard de ses frères, à sa douceur pour ses domestiques, mise en évidence par son testament, et ce fait qu'il les admettait à son enseignement philosophique, puisque le plus célèbre de ses disciples, ce fut Mu, que j'ai cité plus haut. Alors Mu, c'était en gros un esclave tout simplement. En un mot, il était un ami de tous les hommes. Que dire de sa piété à l'égard des dieux, de son amour pour sa patrie? C'est par cet excès de modestie qu'il ne prit pas part au gouvernement. Quand la situation était difficile, il continua de rester en Grèce. Il n'alla que 2 ou 3 fois en Ionie pour voir des amis qui lui arrivaient de tous côtés. Il venait vivre avec lui dans son jardin. Voilà, donc le grand lieu de la philosophie épicurienne, c'est le jardin d'Épicure, bien sûr. Comme j'ai dit, hein, qu'on soit au lycée, à l'académie, chez Platon, ou lycée d'Aristote, cimetière pour chiens, qu'on soit sur le portique ou qu'on soit dans le jardin, c'est le lieu euh, a une importance. Le jardin d'Épicure était un peu, soyons un peu provocateurs, c'était un peu le jardin d'Éden, dans le sens où on était tous égaux. C'était un jardin où n'importe qui pouvait venir, avec ses problèmes, etc. Et dans ce jardin-là, il n'y avait qu'une seule règle, on était tous amis. Et donc c'était un endroit d'amitié, de fraternité, etc. C'est un lieu qui est vraiment mythifié par beaucoup de philosophes, c'est-à-dire qu'en fait, ce jardin-là, on a essayé de le recréer à travers l'histoire. Il y a Robert Owen qui a essayé, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une démarche chez les Anglais du 18e, 19e siècle d'aller dans la colonie à l'époque qui s'appelait les États-Unis et de fonder des nouvelles villes qui seraient en fait des communautés utopistes épicuriennes avec fondées autour de l'idée qu'on on va créer un endroit, une colonie, un village, un lieu dans lequel on serait tous frères et on va essayer de ressusciter le jardin d'Épicure. Il y a Nietzsche qui a essayé de refaire ce jardin d'Épicure. Malheureusement, il n'a pas gagné assez d'argent pour faire ça comme il l'aurait voulu. Enfin, je veux dire, tous, à travers l'histoire, essayent justement de recréer ce jardin d'Épicure, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, et ça a souvent foiré. Mais là, il se trouve qu'en Grèce, ça avait fonctionné, en tout cas, un endroit où on était tous amis et tous frères, tous potes, et c'était pas mal. Et le jardin était le lieu où on pouvait justement un peu sortir de la vie et un peu se reposer. Alors il existe pour les gens qui font des dépressions en France, je sais il y a des endroits euh, euh, où on peut faire des cures contre la dépression, ce genre de choses, quand on fait une tentative de suicide, ça ressemble souvent à des jardins, parce qu'on estime que la nature, en tout cas dans l'espace d'un jardin, c'est-à-dire une nature maîtrisée quand même, eh bien ça apaise, ça calme les nerfs et ça permet de sortir des troubles de la vie quotidienne, je sais pas, de ces enfants qui sont pas bien élevés,
de sa femme qui est pas sympa, de son patron qui nous embête, et puis à un moment donné, il faut trouver un endroit où se ressourcer, il faut trouver un truc, et ce truc, ça a été à un moment donné les jardins ouvriers, par exemple, c'est un endroit où on avait son petit jardin, et on avait son petit potager, ça a pu être justement dans des endroits comme quand on fait une dépression, bah ça ressemble à des jardins. Il y a des tas d'endroits où on met la nature en avant pour justement essayer de d'atteindre ce qu'on va voir avec Épicure, l'ataraxie. Alors c'est assez simple de parler d'Épicure en réalité, puisqu'il a écrit plus de 300 ouvrages, et on les a tous perdus. La seule chose qui nous reste d'Épicure en réalité, c'est 3 lettres. La lettre à Hérodote, la lettre à Pythoclès et la lettre à Ménécée. Donc à partir de ces 3 lettres, on a reconstitué comment dirais-je, toute la pensée d'Épicure. Hein. Il avait écrit il a écrit plus que Victor Hugo et Balzac réunis, mais on a tout perdu malheureusement. Alors, la lettre à Hérodote, ça va justement parler de ça, ce que j'appelle moi la métaphysique. Alors, je me permets de parler de métaphysique parce que normalement, on devrait pas parler de métaphysique avec. On devrait pas parler de métaphysique parce que toute justement la explication du monde chez Épicure vient justement de la physique, des atomes, etc. Mais c'est pas grave. Je me permets de parler de métaphysique parce que je pense que comme il ne pouvait pas prouver scientifiquement tout à fait comment le monde fonctionnait, il a émis des opinions sur comment le monde fonctionnait. Et donc, de toute façon, c'est ça que je regarde depuis toujours dans l'histoire de la métaphysique. D'où est-ce qu'on part pour dire le reste du monde? Comment est-ce qu'on répond aux grandes questions? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Etc. Et comme lui, il va y répondre d'une façon matérielle, j'appelle ça de la métaphysique, même si c'est une réponse purement physique. Alors, on a ça dans la lettre à Hérodote, hein, et tout est clair, il n'y a pas de problème. Quand on a bien vu tout cela, on est prêt à étudier les choses invisibles. Et l'on peut se dire d'abord que rien ne naît de rien, car si les choses n'avaient pas besoin de germes, tout pourrait naître de tout. D'autre part, si ce qui disparaît retournait au néant, toutes les choses périraient lorsqu'elles ne pourraient se résoudre dans du néant. Il en résulte que l'univers a toujours été et sera toujours ce qu'il est actuellement. Donc là, évidemment, Épicure fait appel à sa logique, hein, rien ne naît de rien, donc tout a... Voilà, parce que sinon, si quelque chose pouvait surgir du néant, eh bien à ce moment-là, n'importe quoi pourrait surgir du néant. Et donc, le monde a toujours existé. Et comment est formé le monde? C'est simple. Hein. L'univers est formé de corps. Leur existence est prouvée surabondamment par la sensation, car c'est elle, je le répète, qui sert de base au raisonnement sur les choses invisibles. Donc voilà, il n'y a pas besoin de Dieu. Le corps est formé de corps, hein, ce qu'on appellera les atomes, bien sûr. Il reprend l'idée de Démocrite. Hein. Si ce que nous appelons le vide, l'étendue, l'essence intangible, hein, l'essence qu'on ne peut pas toucher, n'existait pas, il n'y aurait pas d'endroit où les corps pourraient se mouvoir, comme nous voyons en fait qu'ils se meuvent. C'est-à-dire que le monde est, comme le disait Démocrite, composé de corps, d'atomes et de vide. Un peu plus loin, parmi les corps, les uns sont les composés, les autres les éléments qui servent à faire les composés. Ces derniers sont les atomes indivisibles et immuables, puisque rien ne peut retourner au néant, et qu'il faut que subsistent des réalités quand les composés se désagrègent. En gros, il reprendrait la formule de Lavoisier qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça serait vraiment la façon de dire d'Épicure, c'est-à-dire que rien ne naît de rien, il y a toujours eu des atomes infinis, il y a toujours eu un espace composé de vide infini, et puis tout étant illimité, à un moment donné, ça finit par se rencontrer, et voilà, et ça ferait et ça colle assez bien d'ailleurs à la façon dont on voit le monde aujourd'hui, hein. Un univers infini avec un nombre d'atomes pas forcément infini, mais pour l'instant on pense que le nombre d'atomes est fini, mais ça voudrait dire à ce moment-là que si le monde est illimité et le nombre d'atomes fini, il y a un problème, c'est que à un moment donné, les atomes vont se disperser, parce que le problème de la théorie du Big Bang, c'est que si l'univers continue à s'étendre, à un moment donné, il sera tellement étendu que il y aura plus de cohérence. Donc pour lui, comme ça ne pouvait pas être pensable, eh bien il y avait un nombre d'atomes illimité ainsi que du vide illimité. Donc il y avait le monde est illimité en quelque sorte. Évidemment pas sur Terre, mais dans la façon dont on le conçoit. Et donc ce monde est composé d'atomes, etc.
Et puis voilà, donc c'est de là où il part dans sa philosophie. Donc philosophie matérialiste, hein, donc tout est composé d'atomes. Et maintenant il se pose la question, comment est-ce qu'on perçoit, comment est-ce que je perçois mon crayon? Eh bien, il n'était pas encore dans la phénoménologie voilà, il n'était pas encore de l'idée de phénoménologie, mais on y est presque avec la théorie des simulacres chez Épicure. Il existe d'autre part des images semblables au corps solide et qui dépassent en ténuité tout ce que nous pouvons percevoir. Il est en effet impossible de nier qu'il puisse naître dans l'air des émanations, ou ce que ce milieu favorise la production d'enveloppes creuses et ténues ou d'émanations conservant l'ordre et la position qu'elles avaient successivement dans le corps solide. Ce sont ces images que j'appelle des simulacres. Donc encore mon crayon, eh bien, en fait, je vois pas le crayon, je vois pas les atomes, je vois des simulacres. C'est-à-dire que je vois l'image du crayon et je peux le toucher parce qu'il a des atomes et comment est-ce que mon esprit le perçoit? Il perçoit ça comme un simulacre. Alors et puis c'est comme quand on sent par le nez, on sent des simulacres, c'est-à-dire qu'on ne sent pas par exemple un poulet délicieux comme ça. Eh bien, on sent pas le poulet bien sûr, mais on sent le simulacre du poulet qui nous parvient jusqu'aux narines. Et c'est pareil pour les images et pour le monde réel. Et donc on est bombardé de simulacres tout le temps. Savoir si ces simulacres, on va plus le dire, mais est-ce que c'est la réalité de l'objet? Et justement, on va se poser la question un peu plus tard dans la philosophie, mais est-ce que ce simulacre est la réalité de l'objet, ou est-ce que c'est vraiment l'objet qui dégage ça, ou alors des simulacres peuvent se mélanger, ce qui fait qu'on ne sait pas quel simulacre de quoi, etc. C'est comme la cuisine, par exemple. Euh, Quand on sent une ratatouille, on sent pas spécifiquement un ingrédient, on sent le tout. Et le tout est composé de simulacres d'aubergines, de simulacres de courgettes, etc. Donc voilà, on pourrait dire, mais on pourrait poser plein de questions à Épicure, mais très intéressante théorie des simulacres. Alors, on avait chez Platon, j'en ai pas forcément parlé, j'en parlerai dans la prochaine vidéo avec Pythagore, mais on avait l'idée qu'on pouvait atteindre le monde par les mathématiques et qu'on pouvait comprendre le monde par les mathématiques. Hein. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, hein, c'est le lycée d'Aristote, je crois. Et donc, cette idée très profonde qu'on pouvait atteindre la réalité du monde par les mathématiques ou par la science ou par la connaissance, eh bien, chez Épicure, il y a une notion qui est complètement opposée, c'est qu'on va comprendre le monde par nos sensations, nos cinq sens, et justement, nos cinq sens vont rentrer en contact avec des simulacres, et c'est comme ça qu'on va percevoir le monde. Donc notre connaissance du monde vient des simulacres, et c'est de là d'où il tire la possibilité d'une connaissance scientifique. Et chez Épicure, il ne faut absolument pas confondre la sensation avec l'opinion. C'est-à-dire que si je reçois un simulacre de crémion, mais je mettais autre chose, si je recevais un simulacre de femme à poil, par exemple, eh bien, j'aurais tout un tas d'opinions qui vont arriver sur ce simulacre. Et Épicure dit souvent, on confond la réalité de l'objet, comment on le ressent, et ce qu'on en pense, on dirait, ou l'opinion qu'on en a. Et d'ailleurs, on est presque là dans une idée que reprendra Spinoza. Hein, la fausseté ou l'erreur sont toujours dans l'opinion que nous avons sur l'objet qui vient d'émouvoir nos sens. Donc ils ne sont pas dans nos sens, ils sont sur l'opinion. Cette opinion est intimement liée à la conception de l'image, mais elle contient en elle un jugement qui est la cause de l'erreur. Donc en fait, là il va contredire très fortement Aristote, on peut connaître par les sens parce que justement, il ne faut surtout pas confondre l'opinion qui, elle, porte un jugement sur la chose donc qu'on va ressentir, ou donc il faut pas confondre l'opinion, le jugement et l'essence. C'est-à-dire que souvent on dit oui, on ne peut pas connaître par l'essence. Et justement, je l'ai dit chez Aristote, il va dire on peut pas, la connaissance scientifique ne peut pas être faite individuellement, elle doit être universelle. Et donc on ne peut pas connaître par nos sens. Et Épicure dit l'inverse, on connaît par nos sens, mais il faut absolument éviter ou ne pas confondre ou ne pas faut absolument pas joindre la connaissance qu'on a par les sens et l'opinion qu'on en a. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on voit qu'il y a une erreur. En effet, d'une part, les apparences reçues, comme dans une image, qu'elles viennent des songes, d'intuition, de la pensée ou d'une autre origine, n'auraient pas de ressemblance avec les objets réels s'ils ne leur correspondaient pas à une émission de simulacre à peu près semblable. Et d'autre part, l'erreur n'existerait pas si nous ne recevions pas en même temps un autre mouvement en nous-mêmes, donc en même temps qu'on reçoit le simulacre, on a un autre mouvement en nous-mêmes, mêlé à elle, mais impliquant un jugement. Et c'est ce jugement, et d'ailleurs c'est tout ce système du jugement, c'est vraiment un gros morceau de la philosophie qu'on est en train de toucher du doigt, qu'on va revoir beaucoup avec Emmanuel Kant.
Mais le problème, et qu'on va revoir aussi avec Spinoza d'ailleurs, mais le problème c'est que comment on connaît le monde? Je connais le monde parce que je peux le toucher, mais ça c'est, je touche quelque chose, mais c'est la sensation. Je vois des chiffres, je vois un bout de papier, mais je connais le monde par mes sens. Ça, c'est la théorie d'Épicure. Après, Aristote vous dirait autre chose. Il vous dirait, là, vous avez du papier ou vous avez du blanc? Il vous dirait, bah voilà, il faut séparer le papier du blanc. Et il y a dans ce papier blanc, il y a deux essences. Il y a la blancheur et puis il y a l'essence du papier qui est dans un mode de papier blanc, on va dire. Eh bien, ça serait ce que vous dirait Aristote, mais justement non, Épicure va vous dire, mais il faut justement éviter de penser que des sens attributs, tout ça, c'est pas un vocabulaire qu'Épicure il aime bien, de toute façon, et il va dire, non, non, il faut justement apprendre à connaître le monde par les sens, mais éviter de toujours placer dans cette connaissance du monde un jugement. Emmanuel Kant va faire exactement la même chose dans la critique de la raison pure, il va essayer de nous faire comprendre le monde ou connaître le monde en dehors du système du jugement. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est vraiment en philosophie le système du jugement. C'est pour ça que dans ma première vidéo sur l'ontologie, je dis le monde est injugeable. Alors j'explique maintenant avec Épicure, Kant, etc. J'ai fait expliquer pourquoi, mais il faut éviter ce système du jugement et on va sans doute bientôt voir pourquoi. Voilà, donc évitons d'être la confusion des sens, c'est de mêler une opinion à une sensation. Et bien sûr, Kant sera absolument contre cette idée, puisqu'il pense que même dans l'association, il y a une erreur. Mais bon. Alors, il y a des petites attaques contre, un peu par-ci par-là, contre Platon et contre Aristote. Hein. Première attaque, petite attaque, c'est pas bien méchant, mais petite contradiction avec Platon. Voici un autre point qu'il faut bien retenir. Quand j'emploie le terme d'incorporel, je le prends dans son sens habituel de proprement incorporel. Or, de proprement incorporel, on ne peut rien concevoir sauf le vide. Et le vide ne peut ni agir, ni subir, ni permettre simplement, il permet simplement au corps de se mouvoir à travers lui. Par conséquent, dire que l'âme est incorporelle est une sottise. Vous voyez, donc dire que, parce que l'âme chez Platon est incorporelle. Si elle était telle, elle ne pourrait ni agir, ni subir, et ce que nous lui voyons faire pourtant avec évidence. Donc, si notre âme, ce qui nous anime, réagit en fonction du monde extérieur, c'est bien que forcément, ce qui réagit comme on réagit d'après le monde extérieur, on réagit d'après les sensations. Et donc l'âme n'est pas incorporelle, parce qu'elle peut pas être vide, puisqu'elle elle réagit forcément au monde corporel autour de nous. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'importance du vocabulaire quand je parlais des pauvres, on peut dire des exploités ou les feignants, et en fonction de la façon dont on dit les choses, on n'arrive pas tout à fait au même résultat. Eh bien, alors je vais pas vous le lire parce que c'est un peu long, puis c'est un peu compliqué, et puis j'ai essayé déjà de le faire, ça passe pas du tout par vidéo. En fait, il y a un passage où il dit, d'un autre côté, le corps a très souvent des attributs accidentels qui ne lui sont pas éternellement donnés, et ce sont pourtant ni invisibles ni incorporels, en sorte que, etc., etc. Donc, il va reprendre la métaphysique d'Aristote, il va dire, voilà, accident, tu nous parles d'accident Aristote, hein, c'est-à-dire quelque chose qui transforme la substance. Eh bien, il va dire un autre mot, parce que lui, le vocabulaire d'Aristote lui plaît pas. Alors il va dire, hein, mais il ne faut pas, mais il ne faut pas non plus en faire des substances, on s'en fout. Il convient tout simplement de les prendre pour ce qu'elles sont, donc les accidents, ce qu'ils sont, pardon, des choses qui arrivent, des qualités qui ne sont pas jointes à un corps pour l'éternité, qui ne sont pas de soi des substances, il faut les considérer avec les propriétés que la sensation leur donne. Des choses qui arrivent. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là, et c'est une petite attaque gentille contre Aristote, c'est-à-dire que, comment ça s'appelle, Épicure va reprendre le vocabulaire d'Aristote pour dire, par exemple, tu nous parles d'accident, et les accidents, alors c'est bien, c'est un mot qui est super, hein, une voiture peut faire un accident, et puis un mariage peut avoir un accident, un couple peut avoir un accident, c'est-à-dire que la substance est modifiée. Mais la substance n'est pas la substance par rapport à l'essence, c'est une substance par rapport à un accident. Alors, il va dire, mais plutôt que d'utiliser ce vocabulaire-là, disons les choses simplement, parce que chez les épicuriens, d'une façon générale, il y a une contrairement aux stoïciens d'ailleurs, les épicuriens n'aiment pas du tout la dialectique et la rhétorique parce qu'ils aiment bien qu'un mot dise clairement une chose.
Et alors que chez les stoïciens, c'est plutôt, ils étudient beaucoup la rhétorique et la dialectique parce qu'ils veulent vraiment être très au point sur les mots pour pas se faire avoir par les mots ou se faire emporter par le flux et pouvoir rester stoïque, justement, maîtriser le langage pour pouvoir rester stoïque. Mais pas du tout chez les épicuriens qui sont plutôt dans l'idée d'utiliser un mot et d'arrêter de jouer sur les mots toutes les 30 minutes. Alors, au lieu de dire des accidents, c'est bien, le vocabulaire d'un métaphysique, dit plutôt des choses qui arrivent. Alors, justement, il y a vraiment un enjeu là, parce que quand Aristote parle d'accident, ça nous replace dans une dimension dans laquelle on se dit, ah ben, s'il y a un accident dans la substance, hein, donc s'il y a un accident, il y a des raisons, il y a des causes, et on arrive dans le schéma d'Aristote dans lequel on va un peu avoir un, une investigation scientifique pour comprendre les accidents, pour comprendre les choses. Et d'où l'intérêt du vocabulaire d'Aristote dans la métaphysique, parce que ça nous donne envie de connaître, etc. Alors que dans le vocabulaire épicurien, il y a une grosse différence, on parle de choses qui arrivent. Si un mariage doit foirer, eh ben, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que cette différence de vocabulaire est très importante? C'est parce que ils cherchent pas du tout la même chose, Aristote et Épicure. Épicure, lui, cherche l'ataraxie, il cherche l'absence de trouble. Or, quand il y a un problème, on dit c'est des choses qui arrivent, ou quand on dit c'est un accident, euh, presque on pourrait dire un accident évitable, et ben si c'est un accident évitable, on va essayer de comprendre tous les mécanismes et on va pas être dans la même démarche. Et si on dit c'est des choses qui arrivent, eh bien on va essayer justement de faire en sorte que cet accident ne nous perturbe plus autant. Et donc il y a vraiment comment dirais-je, une volonté qui est complètement différente entre un Épicure, pardon, qui cherche absolument l'ataraxie, qui cherche l'ataraxie même par son vocabulaire et qui essaie de la trouver, et un Aristote qui par son vocabulaire lui va chercher par rapport à tout ce qu'il peut percevoir, sentir, penser, il va essayer de trouver un vocabulaire qui nous permette de continuellement rechercher des causes et des conséquences, parce que le grand truc d'Aristote, j'ai déjà dit, c'est des causes et des conséquences, alors que dans Épicure, c'est l'ataraxie, c'est bon, ça va, c'est des choses qui arrivent, et n'utilisez pas le vocabulaire accident. Donc comme on est dans la philosophie matérialiste, à un moment donné, il va parler de météores, de solstices, des éclipses, le lever, le coucher, tous ces phénomènes similaires. Tous ces phénomènes ne sont pas divins, mais ils sont tout simplement physiques. Hein, c'est dit clairement, hein, le phénomène est l'ouvrage propre de la physique et pas l'ouvrage propre de Dieu, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc il n'y a pas une haine des dieux, bien sûr, chez Épicure, mais il y a tout simplement l'idée que les dieux, voilà, ils font les arcs-en-ciel, etc. Non, il va dire non, c'est pas les dieux, c'est tout simplement des phénomènes physiques. Et puis ça, c'est dans la lettre à Pythoclès où il explique tout ça. Où il va essayer d'expliquer la glace, le feu, l'air, il va essayer de tout expliquer. Et dans cette explication, il va à chaque fois parler d'atomes et parler de physique. Alors que une météorite, par exemple, à l'époque, c'était surtout expliqué comme un présage des dieux. Et lui, il va dire non, c'est pas un présage des dieux, c'est tout simplement des phénomènes physiques qui peuvent s'expliquer. Alors c'est impressionnant de voir quelqu'un qui est pas le père de la physique, bien sûr, mais qui a quand même, on est en à peu près moins 300 avant Jésus-Christ, et déjà on a un certain nombre d'explications qui sont presque les explications qu'on a aujourd'hui avec Épicure. Alors ça fait pas d'Épicure un homme parfait, mais ça fait d'Épicure, on dira, un homme avisé, qui est parti sur le bon point de départ. Savoir que l'ataraxie, on verra avec les stoïciens que eux aussi ils cherchent l'ataraxie, mais ils partent sur un autre point de départ qui serait Dieu. Alors que qui serait Zeus exactement, alors que pas du tout. Épicure lui il part de l'idée qu'il y a pas il y a des dieux ou alors ils sont matériels et ils sont pas ils ne créent pas tous les malheurs, etc. Alors évidemment, c'est comme partout, hein, de cette métaphysique sort une éthique, une esthétique, tout part de là, tout part de l'explication de base qu'on a donnée. Quand on a dit que tout est des phénomènes physiques, la théorie des atomes, etc., eh bien tout le reste découle forcément. Et la magnifique et très célèbre lettre à Ménécée, qui est vraiment connue, c'est une lettre qui a été écrite à, je crois, un jeune garçon pour lui expliquer qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie. Et c'est vraiment la chose qui est la plus connue d'Épicure, puisque c'est une des plus belles et une des plus sages, et c'est un peu comme ça qu'on fantasme le philosophe aujourd'hui. Je vais vous lire deux passages de la lettre à Ménécée qui sont vraiment très connus et qui sont très bons. Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher.
Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour prendre soin de son âme. Celui qui dit qu'il n'est pas encore ou qu'il n'est plus temps de philosopher ressemble à celui qui dit qu'il n'est plus ou pas encore ou qu'il n'est plus temps d'atteindre le bonheur. On doit donc philosopher quand on est jeune et quand on est vieux, dans le second cas pour rajeunir au contact du bien par le souvenir des jours passés, et dans le premier cas pour être, quoique jeune, aussi ferme qu'un vieillard devant l'avenir. Donc presque, faut être stoïcien, j'ai envie de dire. Bon. Il faut donc étudier les moyens d'acquérir le bonheur, puisque quand on est là, nous avons tout, et quand il n'est pas là, nous faisons tout pour l'acquérir. Observe donc et applique les principes que je t'ai continuellement donnés, en t'en convainquant que ce sont les éléments nécessaires pour bien vivre. Dans le passage suivant, Épicure va dire tout simplement qu'il faut éviter de penser que les dieux sont comme nous, tout simplement dans l'idée que il faut éviter de penser que Dieu peut se mettre en colère ou qu'il est jaloux ou qu'il est heureux, etc. Et qu'il faut, si Dieu c'est justement la matière elle n'est pas heureuse ou pas heureuse, elle est juste matière. Donc il faut éviter de penser les dieux comme la majorité des gens pensent les dieux. Voilà un passage dans lequel vous aurez déjà quasiment tout compris à Nietzsche et son travail. Celui qui nie les dieux de la foule n'est pas impie, l'impie est celui qui attribue aux dieux les caractères que leur prête la foule, car ces opinions ne sont pas des intuitions mais des imaginations mensongères, de là viennent pour les méchants les plus grands maux et pour les bons les plus grands biens. La foule habituée à la notion particulière qu'elle a de la vertu n'accepte que les dieux conformes à cette vertu et croit faux tout ce qui est différent. C'est exactement sur ce genre de phrase que va commencer à travailler Nietzsche et qui va partir dans ces textes, et notamment on va retrouver un peu cette idée-là dans Ainsi parlait Zarathustra. Maintenant, un des passages les plus célèbres de l'être à Ménécée. Habitue-toi en second lieu à penser que la mort n'est rien pour nous, puisque le bien et le mal n'existent que dans la sensation, d'où il suit qu'une connaissance exacte de ce que la mort n'est rien pour nous permet de jouir de cette vie mortelle en nous évitant d'y agiter une idée de durée éternelle et en nous enlevant le regret de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a compris qu'il n'y a rien de redoutable dans le fait de ne plus vivre. Celui qui déclare craindre la mort, non pas parce qu'une fois venue elle est redoutable, mais parce qu'il est redoutable de l'attendre et donc un sot. Cette sottise de s'affliger parce qu'on attend la mort, puisque c'est quelque chose qui, une fois venu, ne fait pas de mal, ainsi donc le plus effroyable de tous les maux, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous vivons, la mort n'existe pas, et lorsque la mort est là, alors nous ne sommes plus. La mort n'existe donc ni pour les vivants, ni pour les morts, puisque pour les uns, elle n'est pas, et que pour les autres, ils ne sont plus. Ouais, c'est vraiment pratique, puisque tant que vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort. Et puis quand vous êtes mort, vous êtes plus vivant. Donc finalement, la mort, on la connaît jamais. Et c'est pas faux du tout. Mais la foule tantôt craint la mort comme le pire des maux, tantôt la désire comme le terme des maux de la vie. Le sage ne craint pas la mort, la vie ne lui est pas un fardeau, et il ne croit pas que ce soit un mal de ne plus exister. De même que ce n'est pas l'abondance des mets de ce qui est de la nourriture, mais leur qualité qui nous plaît. De même, ce n'est pas la longueur de la vie, mais son charme qui nous plaît. Quant à ceux qui conseillent au jeune homme de bien vivre et au vieillard de bien mourir, ce sont des naïfs, non seulement parce que la vie a du charme même pour les vieillards, mais parce que le souci de bien vivre et le souci de bien mourir ne font qu'un. Bien plus naïf encore celui qui prétend que ne pas naître est un bien, car si l'on dit cela avec conviction, pourquoi ne pas se suicider? C'est une solution toujours facile à prendre si l'on a le désir si violemment, et si l'on dit cela par plaisanterie, on se montre frivole sur une question qui ne l'est pas. Il faut donc se rappeler que l'avenir n'est ni à nous, ni tout à fait étranger à nous, en sorte que nous ne devons ni l'attendre, comme s'il devait arriver, ni désespérer, comme s'il ne devait en aucune façon se produire. Après ça, Épicure va faire toute une distinction sur les désirs naturels et les désirs, etc. Et en gros, il va nous dire, il y a des désirs naturels et nécessaires, manger, boire et compagnie, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les désirs. Et il va nous dire de préférer les désirs simples, comme manger, boire, etc. Alors, la philosophie épicurienne est évidemment a imprimé certains philosophes, comme Nietzsche, comme Montaigne, comme d'autres.
et a été détesté par d'autres types de philosophes, détesté ou critiqué. Hein. Sans doute Platon aurait beaucoup critiqué cette philosophie. L'Église a beaucoup critiqué cette philosophie parce qu'elle mettait en avant la sensation, le corps, etc. Et il y avait cette idée que la vérité du monde était donnée par Dieu dans un arrière-monde, comme dirait Nietzsche, et n'était pas donnée dans ce monde-ci, comme dirait, comme le pensait Épicure. Donc c'est une philosophie Démocrite Épicure qu'on va retrouver parce que la matière étant faite d'atomes, eh bien à un moment donné l'histoire va leur donner raison, et ce qui va rendre aujourd'hui, ce qui rend toujours aujourd'hui cette philosophie toujours aussi intéressante. Il y a des petits clins d'œil sur la mort, sur bien vivre, étant le but de tout ça étant évidemment d'atteindre l'ataraxie, c'est l'absence de trouble par rapport à l'avenir, l'absence de trouble par rapport à notre passé. Alors il y a justement cette phrase célèbre de Comte-Sponville, André Comte-Sponville, qui dit il faut espérer un peu moins, il faut regretter un peu moins et aimer un peu plus. Ça serait vraiment une phrase totalement épicurienne. L'idée étant qu'il y a des choses qui nous tirent en avant et qui nous tirent en arrière. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, là on est au présent, et il y a un présent continu. Bon, je vais pas vous faire régal. Et il y a un présent, et dans ce présent, j'ai des choses que je vais faire dans le futur. Et je suis un peu tiré vers le futur, c'est-à-dire que je suis tiré vers deux choses, hein, vers l'espoir d'un monde meilleur, d'un futur meilleur, et la peur d'un futur qui soit pire, terrible, angoissant, etc. Et puis en même temps, donc je suis tiré vers l'avenir par un sentiment qui est très positif, comme l'espoir, et qui est très négatif, comme la peur de la mort, par exemple. Et en même temps, je suis tiré derrière moi par des choses, un sentiment positif et un sentiment négatif. Le sentiment positif, c'est la nostalgie. C'est-à-dire quand votre enfance a été heureuse, bah, vous voudriez rester un enfant, ce qui a priori est normal, mais ce qui est malsain en soi. Et puis, bah, quand le passé a été terrible, finalement, vous pouvez avoir des regrets. C'est-à-dire, je regrette d'avoir été à tel endroit à tel moment, je regrette d'avoir dit ça, je regrette d'avoir fait ça. Et on est sans cesse tiré par ces quatre choses, hein, par l'espoir, la peur, la nostalgie et les regrets. Et justement, le philosophe, dans l'idée d'ataraxie, euh, il me semble, mais j'arrive pas à retrouver ça chez Spinoza, il semble que Spinoza parlait des passions tristes, et qu'il faut éviter les passions tristes, c'est-à-dire celles qui nous empêchent d'être nous-mêmes heureux au présent. Et dans cette philosophie justement de l'ataraxie chez Épicure, eh bien, il y a vraiment l'idée d'essayer de rester au présent, soi-même, heureux, et il y a quelque chose de très profond encore plus dans ça, qu'on a déjà chez Démocrite, c'est vraiment le plaisir d'exister sans trouble. Ce que j'ai peut-être pas encore dit, mais il faut dire que Épicure avait des calculs rénaux, il avait des gros problèmes de santé, et il souffrait toute la journée, enfin, je veux dire, c'était gore, quoi. C'était vraiment pas sympa ce qui lui arrivait. Et bah, pour justement, il lui fallait une philosophie aussi pour mieux vivre par rapport à sa maladie. Alors beaucoup des gens qui sont souvent dans l'ataraxie, dans l'idée de rendre le monde plus beau, plus agréable, plus supportable, d'aller vers le bonheur. On a dit que souvent c'était des gens qui avaient une petite santé, et donc qui trouvaient un moyen d'aller au-delà de cette petite santé pour continuer à être heureux. Et on a dit ça de Michel de Montaigne, par exemple. On a dit ça je sais pas moi, d'Albert Camus, par exemple. Il me semble qu'il avait des graves problèmes respiratoires. Et justement, quand on souffre et quand on sait qu'on va mourir, bah, très étrangement, et là justement, Héraclite vous dirait, bah justement, c'est quand on n'a pas peur de la mort, mais c'est quand on sent la mort se rapprocher de nous, que la vie prend tellement d'importance finalement. C'est-à-dire que quand on a vécu une expérience dans laquelle bah, on s'est dit on allait mourir, je veux dire, tout devient beaucoup plus simple. C'est-à-dire on arrête d'être tiraillé par le passé ou par l'avenir. C'est-à-dire que quelque part, il y a un principe dans la vie et dans la mort qui est que dès qu'on frôle vraiment ce qui est le plus sérieux par rapport à notre personne, c'est-à-dire mourir, quand on frôle ce genre de choses, eh bien, on finit par se poser la question, mais quel était le sens de la vie, quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui l'était pas? Qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Et justement, on essaye de tendre
vers le maximum de bonheur tout de suite, pas dans le sens qu'on veut être comme des porcs à faire n'importe quoi, mais dans le sens où on se dit ben, finalement la vie est pas si longue que ça. La, les moments où on a toute sa tête, les moments où on est heureux, les moments où on a bien mangé sont pas si nombreux que ça finalement. Et surtout à l'époque, hein, on mange bien chez nous de notre temps. Mais à l'époque, il disait, et on retrouve ça chez Spinoza, l'idée que bah quand on est fort mentalement, faut profiter de ce moment-là, notamment la jeunesse, quand on fait des études, pour emmagasiner le plus de connaissances possible, parce que après on aura peut-être plus le temps, ou après on aura peut-être plus tout simplement notre tête pour pouvoir le faire. Et quand on est suffisamment costaud, il faut pas dépenser tout ce qu'on a, ou costaud, hein, fort moralement, mentalement, etc. Il faut pas tout dépenser d'un coup comme ça, mais il faut profiter de ce moment-là pour acquérir encore plus. Voilà, donc il y a cette grande idée de essayer de d'être le plus sage possible. Alors, il y a un peu de dogmatisme hein, aussi chez Épicure, parce qu'il conseillerait justement il ne faut pas se marier. Quand un sage ne se marie pas, et puis parce qu'on sait très bien que le mariage ne rend pas heureux, je trouve ça un peu dogmatique, parce que c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui sont très heureux avec 5 enfants et une femme, et donc il y a un petit côté dogmatique chez Épicure qui est voilà, il faut pas se marier, il faut surtout aller vers l'absence de troubles, c'est plus essentiel que finalement la vie réelle, et c'est ce qu'on moi je pense plutôt, si on devait reprocher à quelque chose à Épicure, c'est pas d'être un porc, mais c'est plutôt d'oublier qu'il y a certaines réalités qui malheureusement il faut s'en occuper quand même. C'est-à-dire que parfois quand on pousse un peu trop Épicure un peu trop loin, on finit par apprécier Platon ironiquement. C'est-à-dire que ben on préfère ouais, les couches d'or, ouais c'est un bourgeois, mais lui au moins il se pose là une question qui ne me paraît pas complètement débile, c'est-à-dire euh, presque là, je dirais la question de la pérennité ou la question de la meilleure cité. Comment est-ce qu'on peut créer, fonder une société pour elle dure le plus longtemps possible, pour qu'elle soit même qu'elle dure toujours, quoi. Euh, et il y a vraiment cette idée-là chez Platon, et c'est vrai que parfois il faut revenir au sérieux. Alors Épicure c'est bien, mais il faut aussi parfois revenir au sérieux, au dur, aux idées immuables. Vous voyez un peu la vision platonicienne là, qui ressurgit, et on se dit oui effectivement il faut aussi à un moment donné du sérieux. Il y a la guerre, il y a la famine, et il faut aussi trouver des solutions pour régler tous ces problèmes-là. Mais en même temps, n'oublions pas de bien vivre. Vous voyez, c'est toute la philosophie grecque est évidemment compliquée, riche, et puis c'est pour ça que j'aime bien j'aime vous en faire profiter, et j'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît bien. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo là. La prochaine fois on va voir Zénon de Cityon, grand philosophe stoïcien. Et puis après, je sais, comme j'ai déjà fait cette vidéo en réalité, je vais faire un petit bonus avec Pythagore, parce que j'aimerais parler de la monade pythagoricienne, pour pouvoir plus tard parler de Leibniz, pour pouvoir justement donner un peu plus de consistance à Emmanuel Kant. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, et puis soyez heureux avec Épicure, et soyez sérieux avec Platon. Voilà.